bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intercours. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit de la conférence d'un grand théoricien, sociologue de l'éducation physique. Il s'agit tout simplement de Pierre Carlebas. Ouais, voilà. Bien connu dans le domaine sportif. Voilà, dans le monde. Dans le monde sportif, dans le monde sportif. et du coup, ouais, la conférence elle a eu lieu le 21 avril à Brest. Et c'est sur les jeux traditionnels. Elle va se diviser en deux parties. Une partie justement sur les jeux traditionnels, où il explique tout ça. Et la deuxième partie, c'est plus questions-réponses sur l'auditoire. Voilà. Et niveau de l'aspect technique... on a mis un petit peu de temps à installer le matériel, du coup il doit manquer 2 minutes à la vidéo. Du coup on s'excuse, mais la conférence est quand même... Voilà, la conférence est assez consistante. Voilà. Bon, sur ce, on vous souhaite un bon visionnage. Pierre Carlebas, ça n'est pas qu'un acteur de l'éducation physique, c'est aussi un analyste de l'éducation physique et c'est aussi un critique de l'éducation physique. C'est-à-dire que dans sa vie, il a essayé de proposer un modèle qui pourrait fonctionner pour l'éducation physique et qui ne soit pas qu'une duplication d'un modèle sportif qui, dans les années 60, s'imposait un peu à tous, vous savez, avec l'instruction officielle en particulier de 67. Alors voilà, j'allais dire, peut-être dernière citation, la révolution copernicienne de l'éducation physique, cette idée que l'éducation physique doit se transformer absolument pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une éducation qui n'est pas que sportive, qui n'est pas que non plus, mais voilà. Alors, les questions que j'aimerais poser, pour donner un peu d'accroche le jeu a-t-il sa place dans l'éducation physique aujourd'hui? Quelle place a-t-il? Les jeux traditionnels, mais le jeu, la dimension ludique en général, a-t-elle sa place dans l'éducation physique proposée par les enseignants? Alors je dis ça parce que très souvent, le plaisir, par exemple, est considéré par les enseignants comme le moteur de la pratique des élèves. Pour autant, mettent-ils tout en œuvre pour réellement favoriser le plaisir des élèves? Là, il y a une contradiction qu'il faut interroger, et on doit interroger à la lumière notamment de la publication des nouveaux textes secondaires. L'éducation physique aujourd'hui, est-ce qu'on peut, dans le cadre de ce texte-là, accorder une place au jeu, accorder une place à la dimension ludique, accorder une place au plaisir? Deuxième question, la motricité peut-elle être le noyau paradigmatique, j'allais dire? Alors, on parlera peut-être de la notion de matrice disciplinaire. Est-ce que ça doit être une des composantes de la matrice disciplinaire de l'éducation physique aujourd'hui? Et si oui, à quelles conditions? Évidemment, on va aller plutôt dans ce sens-là, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi discuter cette conception? Voilà. Et dernière chose que j'aimerais poser comme question à Pierre, c'est quelle place pour le plaisir en éducation physique, quelle place pour l'activité physique des élèves, à l'heure où l'éducation physique s'est construite sur des sacro-saintes compétences qui ne sont en fait rien d'autre que la transcription dans l'éducation d'un modèle néolibéral. C'est tous les philosophes de l'éducation qui disent ça, Michel Benassayac, Angélique Belleret. Les compétences ont tout un tas de points positifs, mais en même temps contraignent l'éducation dans un modèle qui rend finalement l'éducation physique didactique beaucoup plus que pédagogique. Ma question elle est là, quelle place pour la pédagogie en IPS aujourd'hui par rapport à la didactique? Deuxième question, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, dans le cadre de la réforme d'État, des temps périscolaires, puisque vous allez voir bien ici, est-ce que le PS n'a pas là un espace à investir pour se renouveler et puis pour peut-être innover d'un point de vue de sa pédagogie? Voilà, tout un tas de questions qui peuvent peut-être paraître surannées pour certaines, datées pour d'autres, mais qui en tout cas, à mon sens, sont dans l'actualité, sont vraiment saillantes aujourd'hui et que j'espère pouvoir discuter aujourd'hui. Voilà. Merci Pierre Carlebas encore une fois d'être là. Et puis donc on te laisse la parole pour le temps dont tu as besoin. Voilà. Très bien. Merci. Bon. Merci Julien pour cette présentation très complaisante, très bienveillante. Il exagère un peu. Alors, pour moi, c'est un plaisir que de me retrouver avec vous, chers amis, chers collègues, puisque nous allons parler de pratiques et de métiers que nous connaissons bien. Nous sommes aujourd'hui là pour parler du cœur de notre intervention, à la fois dans les amphis et sur le terrain. Je suis intéressé, moi, par le rapport entre théorie et pratique. Et j'essaye de ne faire que ça. Justifier la pratique par la théorie
et enrichir la théorie par la pratique. Alors, c'est pas facile, mais on peut essayer de s'y coller. Alors, je vais peut-être commencer en soulignant notre difficulté. Actuellement, l'éducation physique vit une période de crise, et cela depuis plusieurs décennies. Depuis que je suis jeune, quand j'étais jeune professeur, c'était la crise. Il y a eu mes 10 premières années d'enseignement de l'éducation physique avec des classes de bac, etc. J'ai vécu 4 instructions officielles différentes. Non seulement différentes, mais parfois opposées. Avec la méthode naturelle, la méthode construite, la méthode Hébert, etc. Je me posais vraiment des questions. D'ailleurs, c'était un peu l'origine de mon travail. Avec mes étudiants, je ne m'y retrouvais pas. Et actuellement, vous l'avez vu, dans les dernières années, de nouvelles instructions viennent de sortir. J'essaie de m'y reconnaître, c'est pas facile. Voilà. Alors, et récemment, là, dans Le Monde, j'ai trouvé cet article où le syndicat souligne que l'éducation physique est reléguée au rang de discipline au service des autres. Ça m'a vraiment frappé. Est-ce que l'éducation physique est vraiment et doit être au service des autres? Voilà un problème. Est-ce que le jeu dont parlait Julien tout à l'heure est uniquement une activité de délassement ou de défoulement ou de compensation du travail intellectuel? Est-ce que le jeu n'est que cela? Et d'une façon générale, est-ce que l'éducation physique n'est pas qu'un moment de détente après la noblesse du travail théorique? Vous voyez, c'est un problème que nous vivons avec nos collègues. Et moi, en tant qu'universitaire avec mes collègues sociologues et ethnologues, lorsque mes étudiants menaient des enquêtes et interrogeaient les collègues, je m'apercevais qu'ils mettaient l'éducation physique tout au bout du banc. C'est-à-dire que l'éducation physique, c'est une activité secondaire qui vise un petit peu à délasser les étudiants, à compenser le travail intellectuel, mais n'a pas un apport majeur. Or, moi, il me semble, en interrogeant la pratique, le terrain, en observant ce qui se passe avec les enfants, avec nos élèves, qu'il y a des choses très importantes qui se passent. Et on le voit bien au point de vue du plaisir des enfants à pratiquer, des relations sociales, des aspects émotions. L'éducation physique, le sport, c'est de l'émotion, et notamment sous l'angle du plaisir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plaisir qu'il y a un intérêt intellectuel. Non, le plaisir peut très bien accompagner des tâches nobles. Alors, vous voyez le problème qui se pose. Actuellement, nous vivons dans une culture, la culture française, qui valorise l'esprit, la réflexion, le cognitif, et qui sous-estime, pour ne pas dire méprise, le corps. Alors, c'est un problème pour nous, hein. Non seulement dans la pratique, dans nos rapports avec les parents, dans nos rapports avec les responsables municipaux, quand nous organisons des centres de vacances, des centres de loisirs, mais aussi nos rapports éventuels avec l'inspection, avec, en gros, les membres du gouvernement, hein, dans différentes commissions. Moi, je vois bien que dans ce cas-là, ils sont très dubitatifs quand nos collègues disent l'éducation physique a beaucoup d'objectifs, elle sert à revaloriser ceci, cela. Tranquille, les membres du gouvernement ne sont pas convaincus, les hommes politiques ne sont pas convaincus de l'éducation physique. Ils ne le seront pas tant que nous serons un polypied technique. Tant que nous proposons que des techniques avec une didactique, la didactique m'intéresse beaucoup, mais quand on met l'accent sur la didactique, on oublie les principes. Et on n'est que des exécutants de principes pensés ailleurs. Donc vous voyez, il y a un problème de l'éducation physique qui est vraiment majeur. Et dans des établissements tels que ceux-ci, c'est très bien que nos collègues travaillent pour approfondir les phénomènes de motricité, de sport, de jeu, pour de plus en plus essayer de convaincre les pratiquants, les enfants, les adultes, mais aussi les parents, mais aussi les hommes politiques. Finalement, vous voyez bien que les choix de l'éducation physique au plus haut niveau, ce sont des choix politiques, des choix citoyens. Alors, vous êtes averti de beaucoup de problèmes, vous me permettrez de ne pas trop développer certains points. Je dis cependant que n'hésitez pas à noter toutes vos objections, toutes vos critiques. J'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Vous avez parfaitement le droit d'être en totale opposition avec ce que je veux dire. La recherche, c'est la confrontation, c'est le débat, c'est la critique, donc n'ayez absolument
pas d'hésitation, si vous n'êtes pas d'accord, vous interviendrez, et puis on en discutera. Hein, vous aurez donc la parole. Alors, je vais donc me permettre d'aller directement au fait. Après pas mal d'années d'expérience, etc., j'ai proposé ce qu'on appelle le nouveau paradigme. Julien a proposé le terme tout à l'heure, à juste titre. Un paradigme, si vous voulez, c'est un univers d'explications, un univers de concepts, un ensemble de principes qui gouvernent un domaine. Et jusqu'ici, le paradigme de l'éducation physique, c'était la technique. Nous avons été formés comme techniciens. Mes générations, enfin ma génération encore plus que vous, nous étions des super techniciens. Alors, en sortant du Krebs et de l'ENSEP, mes camarades et moi-même, on était vraiment des super techniciens. On avait travaillé à fond toutes les techniques, il y avait beaucoup de pratiques, il y avait des concours très difficiles, il fallait faire des performances, tout ça. On était des techniciens. Et les cours à l'INSEP, c'était des cours techniques. Il n'y avait pas de cours vraiment théoriques, c'était très réduit, très restreint. Il y avait juste des professeurs de la faculté des sciences de Paris, brillants d'ailleurs, en anatomie, en physiologie, très bien. Vous êtes de la natte, vous êtes de physio. Très bien, mais aucun rapport avec les pratiques. On faisait un peu du cours de pédagogie générale, intéressant, mais en sortant de l'ENSEP, j'étais confronté avec des classes de bac, tout ça, et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun rapport entre mes 4 ans de formation et ce que je devais faire sur le terrain. Il n'y avait pratiquement pas de rapport. C'est quand même étonnant. On avait eu des connaissances. Alors en anat, en physio, c'était dément. Hein. Les concours reposaient là-dessus, donc on travaillait comme des bêtes pour passer les concours. Mais quel rapport de connaître le 4e chef du quadriceps sural, etc. Le bol alimentaire, bon, très bien, c'est intéressant, mais ce qui eût été peut-être plus pratique, c'était des connaissances directement appliquées au travail du terrain. Bon, vous connaissez tout cela, mais ça avait beaucoup d'acuité, et ça l'a encore auprès de nos étudiants. On voit bien que nos étudiants parfois protestent. D'une part, il y a moins de cours pratiques sur le terrain, il y a beaucoup d'amphis, et les amphis, c'est de la socio, très bien, de la psycho, très bien, de la nat, mais ces cours sont en partie éloignés du terrain. C'est des cours souvent très intéressants, mais qui n'accrochent pas sur le travail du professeur d'éducation physique. C'est un de nos problèmes, hein, c'est pas facile à résoudre. Alors, toujours est-il, tout à l'heure, Julien parlait de motricité, alors c'est un peu délicat. C'est en effet les techniques qui étaient le paradigme dont je parlais se coordonnaient avec la notion de mouvement. Le concept clé, c'était le mouvement, qui est toujours, d'ailleurs, un concept clé dans beaucoup d'enseignants. Le mouvement. Mais le mouvement, c'est un concept qui renvoie à l'espace, et autant le mouvement, c'est de la technique, c'est de l'exécution. Or, comment voulez-vous mettre en liaison nos objectifs qui touchent à la personnalité, à l'intelligence, à l'affectivité, avec ce qui est purement biomécanique? Il n'y a aucun rapport. Et aucun des physiologistes que l'on peut interroger ne répondra sur... C'est pas son domaine. Lui, c'est un physiologiste, ce n'est pas un spécialiste de la personnalité. Donc, vous voyez, le problème qui se pose, c'est quel rapport y a-t-il entre la biomécanique et les comportements que j'observe avec les enfants sur le terrain. Nous avions une conception de l'animal-machine. Finalement, la formation que nous recevions, qui tentait de lier les données théoriques biologiques avec le terrain, relevait d'une conception de l'animal-machine cartésienne. C'était Descartes sur le terrain, ce qui était très utile au XVIIe siècle, était devenu pour nous un obstacle. Parler en termes de mouvement, et même en termes parfois de corps, ça devient un obstacle épistémologique au sens de Bachelard. C'est qu'en effet, la facilité que nous avons à parler du mouvement et du corps, si vous voulez, cache des réalités sous-jacentes plus complexes, mais beaucoup plus intéressantes, qui touchent à la personnalité. Alors, que nous ont montré
les autres disciplines. Parce que tout à l'heure, ce qu'a dit Julien, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que nous avons fait appel à beaucoup de disciplines. Mais vous allez voir, pour ensuite développer la nôtre, la vôtre. C'est ça le paradoxe. C'est qu'au départ, nous sommes partis, je suis parti, donc j'étais psychologue, psychosociologue, j'ai fait la langue, etc. Ça m'a permis, si vous voulez, de rechercher une synthèse. Et cette synthèse, bon, disons-le tout de suite, a été de proposer un nouveau paradigme centré sur la notion de conduite motrice et plus généralement d'action motrice. Oui, l'action motrice, c'est au-dessus, si j'ose dire, de la motricité qui elle-même est au-dessus du mouvement. Le mouvement, c'est purement biomécanique. La motricité est déjà plus englobante. Et l'action motrice, c'est toute la personnalité. Et là, si vous voulez, je ne vais pas le développer, mais c'est ce que nous faisons avec nos étudiants, montrer comment la psychologie, la biologie, la sociologie nous ont montré que agir corporellement, mettre en jeu des actions motrices, sollicite tout l'ensemble de la personnalité. Alors, les aspects biologiques, bien entendu, mais aussi des aspects cognitifs. Je me rappelle, j'avais, à la demande d'une revue d'éducation physique, qui s'appelait L'Homme Sain, qui était la revue de nos collègues qui travaillaient d'une perspective un peu de la génétique chinoise, construite avec notamment Pierre Serin, me demande un article que j'écris, que je donne, et je suis convoqué par le rédacteur en chef, qui dit « Oui, votre article est très intéressant, mais vous employez des mots, non plus finir, vous employez des mots cognitifs, personne ne sait ce que ça veut dire, il faut bannir ça de votre vocabulaire. » Je dis « Mais quel mot me proposez-vous à la place ?» Il n'y en avait pas. Et d'autre part, cognitif veut bien dire ce que veut dire, qui touche au phénomène de l'esprit, de l'intelligence, etc. Alors je lui dis, si vous retirez le mot, moi je retire mon article. Et je vais le faire. Alors il m'a dit, bon, gardez le mot, puis en bas de page, vous mettez une définition. Ce que j'ai fait. Mais vous voyez, ceci vous éclaire sur l'état dans lequel nous étions, dans lequel l'éducation physique était il y a 40-50 ans, le refus de toute réflexion qui faisait appel aux autres disciplines. Alors, nous avons essayé de montrer que la mise en jeu de l'action motrice touchait les aspects cognitifs, l'intelligence. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'intelligence motrice et de montrer que, par exemple, ce que faisait Piaget à l'époque était très intéressant, mais erroné vis-à-vis de nos situations de pratique. Parce que Piaget disait, les pratiques motrices, très bien, ce qui se joue, c'est une structure cognitive, et puis l'affectivité déclenche le phénomène, et puis c'est tout. L'affectivité a un rôle de déclencheur. Ensuite, c'est le cognitif qui se déroule. Et nous, à partir du travail du terrain, nous avons montré à l'époque que le cognitif était tout à fait à l'œuvre, mais imprégné d'affectivité, de plaisir, d'affirmation de soi, d'opposition, éventuellement d'angoisse, de peur. Tout cela investit le cognitif et se retrouve dans nos pratiques, vous connaissez bien, pratiques sportives, etc. Donc, vous voyez, l'aspect biologique, l'aspect cognitif, l'aspect affectif qui est capital, l'émulation, le désir de s'affirmer, l'image de soi, la confiance, la motivation, enfin, l'affectivité est vraiment au centre des pratiques. Et puis, l'aspect relationnel, qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que beaucoup de nos pratiques sollicitent les phénomènes de lien social. Et moi, ce qui m'avait frappé dans mes premières séances d'éducation physique avec mes jeunes lycéens, c'était le rôle de la dynamique de groupe. Je me suis dit, on n'a jamais parlé de dynamique de groupe pendant mes 4 années de formation. Et pourtant, avec mes élèves, c'est un jet continu. Moi-même, je dois répondre aux enfants, m'insérer dans un sous-groupe, participer à des activités multiples. Les enfants s'organisent, ils nomment entre eux des leaders, il y a des phénomènes de leadership, etc. Ça, c'est capital. Ça doit être un thème clé de l'enseignement de l'éducation physique. Et ensuite, c'est comment les pratiques relationnelles sont-elles insérées dans la mise en jeu motrice. Parce que, si vous voulez, la dynamique de groupe est enseignée par mes collègues en psychologie sociale. J'ai fait tout un cursus de psychologie sociale, c'est très bien fait. Mais
toujours sur le ton du verbe, sur le mode verbal. C'est très important, mais nous mettons en scène des pratiques motrices qui incorporent les problèmes relationnels, d'où la naissance de la sociomotricité, qui s'oppose à la psychomotricité. C'est-à-dire que la sociomotricité, c'est une mise en jeu de l'action motrice qui demande des interactions entre personnes différentes. Alors que la psychomotricité, par définition, c'est une activité en isolé, qui peut se faire devant des spectateurs, bien sûr, mais dont la réalisation ne demande le concours de personne. Ça, c'est capital. Vous voyez, j'ai été frappé en travaillant sur ces situations avec, évidemment, le cinéma, la vidéo, tout ça, de voir combien il y avait des différences entre les situations psychomotrices où l'individu est tout seul, comme en athlétisme, aux agrès, en natation, et les activités où il communique avec les autres. La communication motrice est un élément clé sur lequel vous jouez d'ailleurs. Effectivement, comprennent le terrain et interviennent. Mais ça serait beaucoup plus intéressant si nous avions des connaissances très précises de ces phénomènes. Et puis ensuite, l'action motrice, donc après avoir développé, comme je le disais, l'intelligence motrice, l'affectivité, le lien social, joue aussi sur l'expression. Alors nous les garçons, on est quand même, il faut bien dire, un peu infériorisés par rapport à nos collègues féminins qui ont vraiment développé avec brio ce domaine expressif avec le mime, l'expression corporelle, la danse. Et c'est un lieu assez extraordinaire d'expression, d'esthétique, et qui joue aussi. Et l'éducation physique, c'est aussi cela, c'est aussi l'expression. Alors non seulement l'expression de la personnalité, mais une expression esthétique selon des canons sociaux reconnus. Donc, vous voyez, j'arrête ici ce rapide tour d'horizon. Nous voyons que l'action motrice, les conduites motrices, sollicitent toute la personnalité du sujet, sous l'angle, bien sûr, de la biologie, de l'organisme, mais aussi de l'intelligence, de l'affectivité, de la relation, de l'expression. Autrement, alors ça c'est le plus important, mais je le dis là, mais c'est ça le cœur de toute l'activité. C'est-à-dire que c'est parce que vous pouvez intervenir sur toute la personnalité que vous avez de grandes chances d'avoir une influence positive et intéressante sur les enfants et les ados. Voilà. Maintenant, il reste à préciser cela. Quel type d'action faut-il solliciter pour obtenir ces résultats? Alors là, il y a un gros travail à faire qui n'en est qu'à ses prémices. Il faut bien dire que l'éducation physique n'en est qu'à ses prémices. Et ce que nous faisons, nous et quelques autres, c'est un tout début. Tout le reste est à faire et se fera grâce aux jeunes profs, aux moins jeunes, et aux étudiants. Les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les chercheurs de demain. Il faut vraiment pousser la formation de nos étudiants pour qu'on ait une éducation physique qui se tienne dans les années proches. Vous voyez? Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les pratiques dont je viens de parler, est-ce qu'en intervenant sur l'action motrice, on va pouvoir solliciter le sport? Est-ce qu'on va pouvoir solliciter le jeu? Est-ce que le jeu rentre dans ce cadre général dont je viens de parler? Qu'en est-il? Alors, nous nous sommes dit, je viens de rappeler, l'éducation physique sera scientifique ne le sera pas. Pourquoi nous avons dit cela? Parce que, à l'époque, nous vivions sur des affirmations gratuites. Nos professeurs pouvaient dire n'importe quoi. Personne ne pouvait les contredire. Nos cours étaient une juxtaposition d'idéologies juxtaposées. Les uns disaient « vive le sport », d'autres « ah bah le sport développe », à les écouter, le sport développait tout, l'intelligence, ou à l'inverse, c'était « le sport est une destruction de la personnalité ». Alors, il me semble, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous devons mener des recherches scientifiques qui mettront un peu cela au clair. Que pouvons-nous attendre de nos pratiques? Si nous faisons de la natation, quels en seront les résultats? Si nous faisons du football, du judo, de l'escrime, du tennis, du lancer de poids, du saut à la perche, qu'est-ce que nous pouvons en attendre? Voilà, je crois, ce qui est important. Autrement dit, pouvons-nous développer de façon contrôlée un corpus de connaissances
qui nous permettent de vérifier nos propositions en éducation physique. Autrement dit, à bas, si vous voulez, la parapsychologie ou la parasociologie dont on a beaucoup utilisé en éducation physique. Les phénomènes que vous obtenez ne se produisent pas par magie. Ils se produisent par votre intervention sur le terrain, parce que vous suscitez entre vos élèves. Mais est-ce que nous contrôlons tout ce qui se passe sur le terrain, ou tout au moins est-ce que nous contrôlons l'essentiel? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, avec mes équipes, nous essayons de le faire, mais nous essayons. On a des résultats, certains sont intéressants, d'autres collègues ont des résultats tout à fait intéressants, mais ça reste partiel. Ce qu'il faut, c'est engager dans nos UFR des travaux de recherche, des thèses, qui travaillent sur ces thèmes, comme c'est déjà fait par certains. Mais ce que je déplore parfois, c'est que dans certaines UFR STAPS, on s'engage sur des thématiques résolument extérieures à l'éducation physique. Par exemple, on travaille sur la sociologie du football. Hein. Je suis footballeur, donc ça m'intéresse beaucoup, mais pour la formation de nos étudiants, ça serait plus intéressant de voir comment les pratiques de football ont des répercussions sur la personnalité des footballeurs, sur l'ensemble de la société, etc. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est que pouvons-nous attendre de nos pratiques de terrain et sommes-nous en mesure de valider nos propositions? Valider, cela signifie montrer que ce qu'on affirme est correct et fondé. Et fondé par des faits, par des situations d'enquête, des situations de vérification. Alors, ce qui fait, vous voyez, que tout ce que je viens de dire rapidement là, débouche sur la nécessité d'un corpus scientifique que nous pensons devoir être une science de l'action motrice. Parce que, et vous pouvez intervenir sur ce plan-là, mais c'est vrai que certains collègues ne sont pas d'accord. Mais pour l'instant, il n'y a aucune autre proposition que celle-ci. Sinon, reconduire les cours qui se produisent depuis un siècle. Je ne vais pas citer de nom, mais une partie de mes collègues disent pour faire de la psycho, on y associe de la socio, puis les cours d'anthropo, puis les cours de biologie, puis les cours de mathématiques, etc. Bien sûr qu'il faut ceci au départ, comme dans toutes les mais ensuite, il nous faut un corpus propre, un corpus spécifique à notre métier. Sinon, nous serons toujours, comme l'écrit Le Monde, nous serons au service des autres disciplines. Alors, une science de l'action motrice ou praxiologie motrice, c'est une science qui étudie la mise en jeu corporelle dans les pratiques sportives, dans les pratiques ludiques, etc. Alors, en deux mots, qu'apporte-t-elle? Premièrement, elle apporte une spécificité, c'est-à-dire qu'aucune autre discipline scientifique ne travaille sur l'action motrice. Donc, on ne marche pas sur, si vous voulez, les plates-bandes de nos disciplines, et les autres disciplines ne peuvent pas nous expliquer ce que nous devons faire, puisque ce n'est pas leur domaine, ce n'est pas leur objet. Notre objet, c'est l'action motrice. Aucune autre discipline ne peut y prétendre. Donc, spécificité, c'est-à-dire seule de son espèce. D'autre part, c'est l'identité. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous ne sommes pas des professeurs de psychologie, de sociologie, de santé, de que sais-je, ou de droit. Nous sommes des professeurs d'éducation physique. C'est-à-dire que notre identité, elle est là. Travailler sur les pratiques motrices, les pratiques corporelles, et faire en sorte qu'elles permettent un épanouissement de la personnalité des enfants. Ça, si vous voulez, c'est l'identité. L'unité, un troisième point, l'unité. En effet, si on regarde notre champ, on s'aperçoit que c'est un kaléidoscope. On fait de l'escrime, puis on fait du karaté, puis on fait du basket. Bon, quel rapport? Apparemment, si peu de rapport. Il y a des professeurs de golf, des professeurs de tennis, des professeurs d'escrime, des maîtres d'armes, des professeurs de judo, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Or, nous savons très bien, en tant que praticiens, en tant qu'hommes et femmes de terrain, nous savons très bien que dans toutes ces activités que nous enseignons, peu ou pro, il y a un point commun, l'unité, c'est la mise en jeu corporelle, c'est l'action motrice qui est sollicitée. Donc, vous voyez, on peut dire que l'action motrice, c'est le dénominateur commun de tout ce que vous faites sur le terrain.
en éducation physique. Alors ça, c'est quand même important. Et enfin, quatrième point, la scientificité. En effet, nous pouvons, et c'est ce que font beaucoup de nos collègues, mener sur le terrain des recherches, des enquêtes, des observations, qui s'inscrivent dans le cadre général de la recherche scientifique, avec l'utilisation de bons concepts, de statistiques, etc. Donc, vous voyez, quatre points importants apportés par la praxéologie motrice. L'identité, l'unité, la spécificité et la scientificité. C'est quand même important. Alors, il y a sans doute mieux à faire. L'avenir le montrera. Mais déjà, c'est pas mal. Et surtout, c'est affirmé comme tel. Hein. Nous ne sommes plus dans une perspective kaléidoscopique, hein, une sorte de polyphénie technique. Nous sommes dans un univers défini qui est bien centré sur un objet précis, la conduite motrice, qui accepte de multiples modes d'expression. Donc, alors ça, c'est, vous voyez, nous sommes sur le point capital. C'est ça qui entraîne tout le reste. Hein, le fait qu'il y a un objet central qui est définissable, repérable, qui s'exprime de façon très précise, qu'on peut filmer. On filme tous, on photographie, on filme, on observe des comportements moteurs et des conduites motrices. Alors, je précise bien, un comportement moteur, c'est ce qu'on voit. C'est l'ensemble des gestes, des manifestations. Et la conduite, c'est bien sûr ce comportement, mais avec tout l'intériorisation, les phénomènes de perception, de décision, les phénomènes même inconscients. Il existe un inconscient moteur. Et tout cela fait partie de la conduite motrice. D'où la nécessité, comme le justifiait tout à l'heure Julien, au départ, de rameuter tout un ensemble de connaissances des autres disciplines, de la psycho, de la socio, de la bio. C'est indispensable. Et moi, je n'aurais rien pu faire si je n'avais pas eu la formation acquise auprès de mes collègues, les professeurs de la Sorbonne, etc. Donc, vous voyez, on dépend des autres disciplines. Mais, entre parenthèses, ce n'est pas un cas particulier. Prenez la biologie. Que serait la biologie sans la chimie? Rien. Que serait-elle sans la physique? Aujourd'hui, rien. Car c'est la physique qui, aujourd'hui, est l'outil principal et la référence des biologistes, avec notamment l'imagerie médicale, etc. Autrement dit, toute discipline ne vit que grâce aux autres et ne se développe que grâce aux autres. Les statistiques, les mathématiques, quelle discipline aujourd'hui ne les utilise pas, etc. Donc, lorsqu'on me dit, mais attention, vous dépendez des autres disciplines, bien sûr, et d'ailleurs, moi je n'ai pu travailler que grâce à mes connaissances acquises auprès des autres disciplines. Mais une fois que ces connaissances sont mises à distance, sont interrogées, nous pouvons en induire ou en déduire, enfin les deux marches jouent, un objet précis, la conduite motrice, l'action motrice. Alors, la différence entre conduite motrice et action motrice, c'est que la conduite motrice, c'est personnel, individuel, psychologique, si vous voulez. Hein, nous sommes face, nous, à des comportements moteurs qui révèlent des conduites de nos élèves. C'est Jacques, Pierre, Louis, etc. C'est personnalisé. L'action motrice, c'est un concept plus abstrait. Alors, bien sûr, la conduite motrice est une action motrice, mais le concept d'action motrice est plus amplement. Par exemple, nous parlerons d'action motrice d'une équipe. Et l'action motrice d'une équipe, on peut même la mathématiser, nous le faisons, etc. D'autres aussi. Donc, vous voyez, parce que si on disait que c'est une science uniquement des conduites motrices, elle serait du domaine de la psychologie. Mais en disant que c'est une science de l'action motrice, on n'a plus aucune dépendance. On est, si j'ose dire, seul dans notre domaine, on est indépendant, entre guillemets, on peut mener des recherches propres à nous. Et nos UFR doivent être, à mon avis, cette pépinière où on travaille petit à petit avec nos difficultés. Alors, je demande simplement à nos étudiants de ne pas être trop sévères avec nous, parce que ma génération, et puis mes collègues qui viennent juste après moi, on est obligés, si vous voulez, de créer le mouvement en marchant. On n'a pas reçu les connaissances suffisantes, on doit participer à leur création, on doit patronner le travail de nos jeunes étudiants. C'est difficile, ne soyez pas trop cruels avec nous, aidez-nous, et puis ensuite, votre travail, là je m'adresse à mes jeunes collègues et aux étudiants, c'est d'aller plus loin que nous. Nous avons posé des choses, alors discutables, mais réelles, qui existent, mais il faut aller plus loin, il faut les dépasser. Mais pour les dépasser, il faut ou critiquer ce qu'on fait
et le mettre à la poubelle si vous voulez proposer autre chose, ou, à partir de ce qu'on a fait, aller plus loin, l'améliorer, faire des changements, etc. Alors, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais l'idée, c'est que le monde n'est pas fini, la recherche n'est pas finie. Nous ne faisons que commencer en éducation physique. Mais dites-vous bien que la psycho, qui aujourd'hui a le vent en poupe, quand j'étais jeune psychologue, on n'arrivait pas à se situer par rapport, par exemple, aux philosophes. Les philosophes disaient, la psychologie, c'est nous. À la Sorbonne, je voyais même mes copains de philo qui ne venaient même pas assister au syndicat de psycho, qui était pourtant dans leur programme, parce qu'ils disaient, la psycho, nous on sait tout, en philo on parle de Socrate, etc. C'était la conception de la psycho à l'époque, et aujourd'hui, vous voyez ce qui est devenu. Ça, c'était dans les années 50. Et la socio, pareil. La socio qui est aujourd'hui quand même bien installée, il y a 40 ans, il n'y avait pas de licence de socio. Les premières, c'était à la Sorbonne, il y a 40 ans. Donc, ne soyons pas trop gênés si l'éducation physique n'a pas encore pignon sur rue. Ça va venir grâce aux générations montantes. Donc, vous voyez, je me permets d'insister sur ce point-là, parce que c'est ça le point de départ. Et c'est ce point-là qui, à mon avis, était mal compris par un certain nombre de nos collègues, par le syndicat, qui n'a absolument pas compris ce qu'on faisait, qui s'oppose à ce qu'on a fait, qui s'oppose à ce qu'a fait Serin, qui s'oppose à ce qu'a fait le Bush. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Le rôle du syndicat, c'est pas d'intervenir sur le plan scientifique. Le rôle du syndicat, et il le fait bien, c'est d'intervenir sur le plan de la profession, de la défense de la profession et des personnels. Indispensable. Moi, je suis syndicaliste à 100%. Mais je dénie, et je l'ai dit en public, à mes collègues qui dirigent le syndicat, d'intervenir sur le plan scientifique. Ils ne sont pas compétents. Je suis désolé, mais mes collègues ne sont pas compétents sur le plan scientifique. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Ils devraient, non pas faire des rencontres où ils imposent leur point de vue, ils devraient faire des rencontres où, précisément, les différents professeurs débattent. Le rôle du syndicat serait intéressant, vous voyez, de provoquer des débats entre nous, où on échange, où on écoute le voisin, où on essaye de comprendre, etc. Voilà mon sentiment, si vous voulez. Et il faut y faire attention, parce que sinon, on risque d'aller dans l'idéologie. C'est-à-dire que suivre tel groupe, pour telle ou telle raison, et puis rester confiné dans un groupe. Non. C'est là où l'éducation physique sera scientifique ou ne sera pas. Tout peut être critiqué et passer, si vous voulez, au crible du regard inquisiteur des différents chercheurs. Et là, rien n'empêchera aux mathématiciens de dire « Ah oui, mais là, votre structure mathématique, elle n'est pas correcte. » À l'anthropologue de dire « Ce que vous dites là sur les pratiques sportives, sur le jeu, je ne suis pas tout à fait d'accord, etc. » Là, il est intéressant de dialoguer. Moi, je fais ça constamment, je participe à des groupes de maths, etc. Et de dialoguer avec le collègue, historien, sociologue, psychologue, linguiste, etc. C'est capital. Je viens de participer à un colloque avec ce qui s'appelle les rendez-vous des dictionnaires sur les concepts. Et les collègues linguistes, sémanticiens étaient étonnés parce que les professeurs d'éducation physique avançaient des concepts originaux qui tenaient la route, etc. Et en échange, on discute, ils disent « Ah, je suis d'accord, je suis pas... » Vous voyez, ce qu'il faut, c'est provoquer des échanges, mais des échanges qui ont des chances d'être fructueux s'ils s'appuient sur des concepts vérifiés, sur des expériences, etc. Alors, là, j'ai insisté, mais je me permets de le redire, ça c'est capital. Ensuite, on va mener le travail, mais l'idée de départ, il y a un objet, c'est l'action motrice, et nous développons une science de l'action motrice. Et l'éducation physique, qu'est-ce que l'éducation physique? Si vous ouvrez les ouvrages, vous avez des listes de définitions de 10, 15 lignes. Moi, il me suffit de 5 mots. L'éducation physique, une pédagogie des conduites motrices. C'est tout. Ça suffit. L'objet, c'est les conduites motrices. Pédagogie, c'est-à-dire un mode d'intervention qui est souscrit à certaines normes. Et alors, mais l'éducation physique n'est pas une science. Parfois, on a tous eu, quand on était étudiant, ce piège à l'examinateur qui nous disait « Est-ce que l'éducation physique est une science ?» Et non, l'éducation physique n'est pas une science. Mais elle s'inspire d'un travail scientifique, comme la médecine. La médecine n'est évidemment pas une science. La médecine, c'est-à-dire le travail effectué par le médecin, c'est une pratique
qui s'appuie sur des connaissances scientifiques les plus poussées possibles. Eh bien nous, en praxéologie motrice, nous essayons, avec nos collègues, nous essayons de développer des connaissances qui vont nous servir pour intervenir sur le terrain. Mais il y a une différence. Vous voyez bien cette différence. La praxéologie motrice, comme toute discipline scientifique, observe, décrit, analyse, mais ne fait pas de choix. La science n'est pas dépendante de valeurs. Elle ne dit pas il faut faire ceci, il faut faire cela, dans le vague, dans le vide. Elle énonce des faits, des résultats, voilà. Alors qu'une discipline, elle est soumise à un certain nombre de valeurs. Et la recherche de tel ou tel développement, par exemple, dans certains pays, on fait de l'éducation physique pour développer des soldats, des guerriers. On a connu ça. Dans d'autres, pour former des révolutionnaires. Dans d'autres, pour former des contre-révolutionnaires. Dans d'autres, pour préparer des ouvriers d'usine. Enfin, je ne donne pas de nom, vous pouvez illustrer mes propos par des pays très précis. C'est-à-dire que chaque société possède l'éducation physique est soumise à des contraintes. Et ces contraintes sont les contraintes de notre société, de notre culture, disons, de notre démocratie. Nous sommes, vous êtes, des agents de la démocratie, c'est-à-dire que nous intervenons pour satisfaire aux objectifs posés par notre culture, par nos instructions officielles, développées, etc. Vous connaissez tout cela dans un souci de laïcité, etc. Donc, vous voyez la différence entre praxéologie motrice et éducation physique. La science de l'action motrice cherche à élucider les faits, à les contrôler, à les valider, quels qu'ils soient. Et l'éducation physique fait un choix en fonction de nos valeurs, de nos objectifs. La solidarité, le respect d'autrui, l'émancipation, etc. Le respect des gens, etc. Alors, donc, voici les bases. Alors, maintenant, si vous voulez, je vais aborder les problèmes qui vont tenter d'exploiter cette position. Je vais aller très vite à la mais vous pourrez intervenir ensuite. Alors, l'analyse des situations m'a conduit à retenir trois grands critères. Parce qu'en effet, nous sommes face à des milliers de pratiques, je dis bien des milliers, par exemple des jeux, on en a répertorié plus de 10 000 jeux, mais toutes les pratiques sportives, il y en a des centaines. Donc, comment comprendre tout cela? Comment trouver des invariants, si vous voulez? Comment trouver des principes qui traversent toutes ces disciplines? Y en a-t-il déjà? Et quels seraient-ils? Alors, c'était notre question. Alors, ceci va déboucher, comme dans toute discipline scientifique, sur une classification. Mais une classification, ce n'est pas une parure, ce n'est pas une action académique où on met les disciplines dans des cases pour faire beau. La classification, c'est le reflet de la théorie. C'est-à-dire que, regardez Darwin, après Darwin, la classification de Darwin, elle a tout bousculé. Parce qu'elle est le reflet d'une nouvelle conception de l'évolution qui a tout bouleversé. Prenez la chimie avec Mendeleïev, c'est amusant de voir que la classification de Mendeleïev a également beaucoup transformé le monde des chimistes, etc. Donc, vous voyez, la classification, ce n'est pas une activité qu'on fait en bout de chaîne, c'est une activité qui est toujours dans nos réflexions, dans nos pratiques. Et pour nous, pour vous, sur le terrain, pourquoi choisissez-vous telle activité plutôt que telle autre? Parce que c'est la mode? Parce que c'est celle que vous connaissez? Parce que c'est celle que l'établissement indique, etc. Moi, je me suis toujours posé ce problème. Que vais-je faire dans mes cours? Est-ce que je vais travailler le volleyball, le triple saut, le saut à la perche, le lancer de poids, la natation, ça? Pourquoi? Et quel équilibre vais-je réaliser entre ces disciplines? Si vous avez des réponses à cela, des réponses cohérentes, bravo. Moi, je n'en ai pas beaucoup, parce que j'enseignais en fonction du gymnase, en fonction du temps qu'il faisait, en fonction de la mode, en fonction de ce que j'avais appris, mais un petit peu vaille-que-vaille, si vous voulez. Or, il faudrait que dans notre discipline, on organise tout l'ensemble des pratiques. Alors, ça, c'est un travail qui va revenir, qui revient déjà, mais qui va revenir plus que jamais à l'inspection.
Les inspecteurs, qui sont un petit peu entre les profs et les instructions officielles, et les membres du gouvernement, doivent trouver le bon chemin. C'est pas facile et on doit les aider. Parce que là encore, comme dans toutes les disciplines, l'inspection doit tenir compte du niveau de la connaissance. Enfin, les inspecteurs de mathématiques, c'est pas forcément des chercheurs, ça peut l'être, hein, mais ils tiennent compte de l'ensemble des connaissances, des prix Nobel, etc., pour, si vous voulez, proposer aux élèves de nouvelles connaissances à apprendre. En mathématiques, c'est typique, hein, avec les ensembles, etc. Et, alors, qu'avons-nous à proposer? Que peuvent faire les inspecteurs face à ce fouillis de pratique? Alors, nous sommes posés cette question et nous avons une réponse, enfin, qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je vais vous soumettre. En travaillant et en analysant les pratiques, nous avons retenu 3 critères. Nous nous sommes dit, lorsque nous mettons en jeu l'action motrice, nous sommes face à un environnement. L'individu n'est jamais tout seul, il est dans un environnement physique et un environnement humain. Et c'est à partir de ces données-là qu'on doit classer nos activités. Alors, comment pouvons-nous, si vous voulez, faire état de ce rapport à l'environnement et à autrui de façon précise? Alors là, nous nous sommes appuyés sur, je vais très vite, dans la théorie de l'information, c'est très schématique, hein, mais l'idée c'est que quand on évolue dans un milieu extérieur, on prend constamment de l'information. Vous faites du ski, vous vous informez sur l'état de la neige, sur la pente, si vous voulez faire un obstacle, vous regardez les dossiers, si vous voulez faire un virage, bon, pareil en kayak, pareil en escalade, on distingue bien l'escalade à vue de l'escalade qui n'est pas à vue, tellement c'est capital de prendre de l'information. Et c'est très important, parce que si on ne prend pas d'information, toute la pédagogie est changée. Que fait-on pour la gym, pour l'athlétisme? On va orienter nos pratiquants vers un automatisme. Et aujourd'hui, il y a des automatismes hyper brillants. Par exemple, en gymnastique, aux agrès, c'est assez stupéfiant ce que font les athlètes d'aujourd'hui, les gymnastes, avec les figures qu'ils mettent en œuvre, les vrilles, les saltos. C'est aussi bien les filles que les garçons, c'est assez stupéfiant. Regardez le saut à la perche, dépasser 6 mètres. Pour ceux qui ont pratiqué le saut à la perche, nous, on le pratiquait avec des perches en métal. 6 mètres, c'est dément, quoi. Nous, on arrivait à passer... Le record de France, à l'époque, c'était 4 mètres 20. Hein, aujourd'hui, 2 mètres de plus. Quand on connaît la valeur du centimètre à cette hauteur, enfin, vous voyez. Donc, il y a beaucoup disons, comment dirais-je, de progrès qui sont réalisés, car il n'y a plus d'informations à prendre. C'est ça le paradoxe. Dans les pratiques que je viens d'évoquer, comme la gym, comme les sauts, on ne prend plus d'informations. Vous montez un automatisme, un fausse murée par exemple, et vous pouvez sauter à Sydney, à Tokyo ou à Mexico, ou à Rio, vous avez votre automatisme qui est en place, vous sautez votre fausse murée, le saut à la perche, le lancer de poids, etc. C'est-à-dire que notre intervention sur le terrain est orientée vers la maîtrise d'un automatisme. Et ces automatismes ont une qualité rare, c'est la capacité, disons, de franchir des obstacles, des difficultés, des contraintes de temps et d'espace stupéfiantes. Les progrès des performances dans ces domaines sont assez étonnants. Mais vous voyez bien, parce qu'il n'y a plus de prise d'information. À la rigueur, on peut lancer le poids avec un bandeau sur les yeux. On ne prend plus d'informations. Voilà. Une petite nuance pour les points de proprioceptifs, mais en revanche, faire de la grimpe, descendre un rapide, faire du VTT, du roller, sans prendre de l'information, c'est du suicide. Autrement dit, on s'aperçoit que la notion de prise d'information est capitale. Où il y a d'incertitude, où il n'y a pas d'incertitude. Donc, critère, présence d'incertitude informationnelle
issues de l'environnement, qui permet de classer les activités, celles où il n'y a pas d'incertitude, celles où il y en a, et on peut faire une échelle d'incertitude selon les pratiques même. Passons, c'est un détail. Voici un premier critère qui nous permet, vous voyez, déjà d'avoir une vue d'ensemble sur les pratiques qui sont automatisées, où finalement elles se déroulent sans prise d'information à l'extérieur, et les autres où on dépend de l'extérieur. Puis, deuxième aspect, le rapport avec l'extérieur, sous l'angle de l'entourage, c'est-à-dire qu'on est en rapport avec des partenaires et des adversaires. Là, on a deux types de critères. Rapport avec un partenaire, c'est la coopération. Rapport avec un adversaire, c'est l'opposition. Bon, vous savez tout ça, je ne vais pas développer tous les problèmes de dynamique de groupe qui sont issus de ce type de situation, mais ça méritera d'ailleurs un développement, car l'information issue des autres rentre dans un cadre qui n'a pas été vraiment étudié en éducation physique, qui est ce qu'on appelle la sémiologie. La sémiologie, c'est la science des systèmes de signes. Or, vous, sur le terrain, en volleyball, en escrime, en judo, en football, en handball, vous êtes constamment en train de prendre de l'information. Et cette information, c'est quoi? C'est notamment les déplacements de vos partenaires, de vos adversaires. Comment se déplacent-ils? Comment organisent-ils leur jeu postural, la ceinture pelvienne, etc. Les appuis sur le sol. Et tout cela est producteur de signes qui vont orienter votre action. Ce qui fait que cela nous a permis de développer une sémiologie de la motricité ou sémiotricité. Alors, c'est un champ difficile, délicat, il faut... là, j'invite les étudiants ou les collègues qui vont travailler dans ce champ à s'informer, avoir un peu de linguistique et de sémiologie, mais travailler sur le terrain, car ça, c'est très important. Les grandes équipes, vous allez voir, les grandes équipes de sport co vont progresser grâce à la sémiotricité. Car, au point de vue biologique, maintenant, tous nos entraîneurs sont passés au point. Mais la difficulté, c'est la dynamique du groupe, c'est le rapport entre les aspects affectifs, les aspects de plaisir, qui engagent des échanges de signes tout à fait différents. Alors, vous voyez bien que ni la psycho, ni la socio, ni la bio n'ont travaillé sur ce champ. C'est votre domaine, ça. Et alors, qui prend une autre couleur en danse. Pardon? 10 minutes. Encore? Tu me laisses combien de temps encore? Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. D'accord. Donc, vous voyez, j'arrêterai dans une dizaine de minutes. Alors, toujours, bon. Donc, disais-je, le rapport à autrui engage la motricité, parce que souvent, nous voyons le rapport avec autrui sous l'angle du verbe, ce qu'ont très bien travaillé les psychosociologues. Mais vous mettez en situation les pratiquants sous l'angle du corps, la mise en jeu corporelle, l'action motrice. Et là, il y a tout un champ de langage, entre guillemets, de langage corporel, de langage moteur, qu'il faudra explorer. Donc, nous avons 3 critères. Le rapport avec le milieu extérieur sous l'angle informationnel, donc incertitude informationnelle, issue du milieu extérieur. Le rapport avec le partenaire, qui induit un certain nombre d'incertitudes, et le rapport avec l'adversaire, qui également suscite une certaine incertitude. Et ce que nous pensons dans l'état actuel de notre travail, de nos connaissances, c'est que ces 3 critères se retrouvent sous des formes différentes, dans toutes les pratiques, dans le jeu, dans le sport, et permettent d'avoir une vue globale, générale, de toutes nos pratiques. Alors, ça donne... Alors, vous me permettez, très rapide, voilà, vous voyez la sociomotricité. Voilà, avec donc en gros 3 types de situations. Coopération et opposition, uniquement opposition, uniquement coopération. Et psychomotricité en isolé. Alors, je vais aller très vite. Compte tenu des contraintes horaires. Alors, cette disposition en arbre dichotomique
nous avons proposé de la mettre ce qu'on appelle un simplex S3 parce qu'il y a 3 atomes. Vous voyez, les 3 atomes, c'est incertitude issue du milieu extérieur, partenaire adversaire, et ces 3 atomes peuvent se combiner de façon différente entre eux, ils peuvent être à 2 ou à 3. Ça donne 8 classes possibles, c'est une sorte de cube, et chaque classe, chaque sommet de ce cube recèle un certain nombre, vous voyez, c'est la même disposition, un certain nombre d'activités que j'ai rapidement détaillées là. Et par exemple, ici, dans ce qu'on appelle l'ensemble vide, pas de partenaire, pas d'adversaire, pas de partenaire, pas d'incertitude, on a l'athlétisme, les agrès, l'haltérophilie, natation. Et ici, partenaire et adversaire, bien, ce sont tous les sports co, où on a à la fois des partenaires et des adversaires, et énormément de jeux traditionnels, où on a comme la balle au prisonnier, comme les bars, les partenaires, les adversaires, la balle au chasseur, etc. Il y a à la fois partenaires et adversaires. Alors, ce qui est intéressant dans le cas des jeux, en comparant ceci avec les sports, c'est que les structures d'action sont très différentes. Pratiquement tous les sports collectifs, mettent en place des situations de duel, c'est-à-dire des oppositions radicales, soit entre 2 personnes, comme dans le sport de combat ou l'escrime, soit entre 2 équipes. C'est radical, on ne discute pas. Vous ne verrez pas un footballeur marquer contre son camp de façon volontaire. Sinon, il prend des risques. Hein. En Colombie, c'est un coup de revolver. Ça s'est produit il y a quelques années. Bon, des fanatiques, quoi. Mais vous voyez, c'est un cas extrême, réel. Mais ce sont des duels. Dans un duel, chacun est totalement opposé à son adversaire. Notre univers sportif repose sur ce type de situation. C'est-à-dire qu'on cherche à dominer un adversaire et à le battre. Or, beaucoup de jeux traditionnels reposent sur un schéma différent, sur une autre structure. Par exemple, si prenons des jeux très simples comme l'épervier, eh bien, à l'épervier, il y a un épervier et puis les moineaux. Eh bien, au fur et à mesure que le jeu se déroule, les adversaires deviennent partenaires. L'épervier capture des moineaux qui deviennent des ailes éperviers. Et ce qui fait qu'à la fin, tout le monde est pris, tout le monde a gagné. C'est un jeu gagnant-gagnant, si vous voulez. De même, à la balle au chasseur, que vous connaissez bien, au départ, il y a un chasseur, et puis il y a des lapins, etc. Et dès qu'un chasseur touche un lapin, celui-ci devient son compagnon, ce qui fait qu'à la fin, tout le monde a gagné, puisque chacun était devenu le partenaire du chasseur. Un autre jeu hyper simple, les 4 points. Alors c'est une autre formule encore. C'est-à-dire que dans les 4 points, on cherche à éviter d'aller au centre. Mais on ne peut pas y échapper parce que celui qui est au centre a un avantage spatial très net. Bon. Donc on perd, on va au centre. Mais dès qu'on est au centre, hop, on retrouve un coin. Autrement dit, on gagne, on perd, on repère, on regarde, etc. La défaite est dédramatisée. Le plaisir peut naître parce qu'on n'est pas dominé. Alors bien sûr, nous savons bien, dans notre combat sportif, on a appris à perdre, et puis on peut apprécier, parfois dans certains cas, de perdre face à un adversaire qui a bien joué, on s'est bien confronté, on a perdu, d'accord, mais c'était bien. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe? Dans le sport, on cherche à gagner à tout prix. À la limite, lisez l'équipe, la forme compte peu, ce qui compte, c'est le résultat. On cherche à gagner. Bon, je ne vais pas insister sur tout le dopage, les petits moteurs électriques dans le cadre du vélo, etc. On cherche à dominer à tout prix. Or, précisément, les jeux traditionnels ne reposent pas tous sur cet esprit de domination. C'est ça qui est intéressant dans le cadre des jeux. C'est que l'objectif, ce n'est pas de vaincre à tout prix, ce n'est pas de dominer l'adversaire, ce peut être d'échanger avec un adversaire, d'alterner les situations. Alors, vous voyez, globalement, ça donne ceci. Là, il n'y a aucun des... Je pense que vous connaissez le problème des 3 objets. Hein. J'ai 3 objets différents. Quelles sont toutes les combinaisons possibles? Incertitude, partenaire, adversaire.
je peux en prendre aucun, c'est l'ensemble vide. Un seul à la fois, c'est le début du bas. Puis les mettre 2 par 2. J'ai 3 possibilités. Ou tous les 3, voilà. Ça me donne un ensemble de 8 possibilités. Eh bien, en informatique, oui, ça donne la binarisation en 3 atomes du bas, etc. Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce que l'idée, c'est, bon, une structure mathématique, bon, très bien, mais à quoi ça sert? Eh bien, voyez, c'est que un exemple de recherche, voici la répartition des épreuves des Jeux Olympiques de 92 dans les domaines d'action. Nous appelons domaine d'action chaque sommet qui regroupe des activités qui ont une certaine communauté vis-à-vis des 3 critères dont je viens de parler. La distribution, la répartition de toutes les épreuves olympiques dans ce cube, dans ce simplex. Alors, j'ai fait ce petit travail ingrat, vous voyez, de tout calculer, de tout identifier, bon, ça donne ceci, et nous constatons que la distribution n'est pas au hasard, hein. Elle s'en éloigne fortement, et elle n'est pas non plus quelconque. En effet, ce que l'on peut faire ensuite, quand on analyse, c'est, comme ici, regrouper. Alors là, c'est le cube. Je n'ai marqué que les sommets, mais vous voyez, là, j'ai la face dénuée d'incertitude. I n'apparaît pas là, et I apparaît dans le cas de sommet. Eh bien, je m'aperçois qu'aux Jeux Olympiques, l'incertitude issue du milieu matériel est quasiment absente. Il n'y a pas, dans les pratiques olympiques, il y a très peu d'incertitude, très peu de pratiques en milieu sauvage. Tout est dans un milieu artificiel d'ailleurs. Regardez, dans quoi manœuvrez-vous? Dans des gymnases, dans du béton, même maintenant les pelouses deviennent artificielles. On est dans un monde du béton, de piscines artificielles, on nage plus ou très peu dans les courants. Alors, ça pose un problème, si vous voulez. Alors, continuons. Nous les avons regroupés ici. Tous ces sommets, ce sont les sports sociomoteurs, et là, les sports psychomoteurs. Nous constatons que les sports psychomoteurs sont en nombre inférieur, en pourcentage inférieur. Alors qu'au début des Jeux Olympiques, c'était l'inverse. Il y avait surtout des pratiques psychomotrices. Mais il y a eu des critiques et les choses ont évolué. Mais nous constatons que les jeux psychomoteurs, les sports psychomoteurs sont très importants au point de vue de leur effectif. Et ça va à l'encontre de ce qu'on dit. On dit que les Jeux Olympiques développent l'esprit d'équipe, etc. Mais il y a peu, finalement, relativement peu de jeux d'équipe. Alors ici, nous avons regroupé, vous voyez comment on peut travailler sur le simplex, nous avons regroupé les sports automatisés, 50%, et les sports non automatisés aussi 50%. Autrement dit, la moitié des pratiques des Jeux Olympiques reposent sur des stéréotypes moteurs. Alors c'est très intéressant, comme je vous l'ai dit, mais quand même, il faudra peut-être travailler sur l'intelligence. Et l'intelligence motrice, c'est la capacité de s'adapter à des situations nouvelles, à faire preuve disons, de créativité, ce n'est pas le cas. Alors, un exemple. Alors, ici, vous voyez, sur 309 narrations, là, uniquement de l'antagonisme, ici, et alors j'ai séparé hommes et femmes, et on constate que il y a beaucoup plus d'activité antagoniste chez les hommes que chez les femmes. Ici, pratique en milieu protégé, automatisation, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. La face antagonisme, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Autrement dit, bon, je vais très vite, mais on aperçoit que le phénomène genre est drôlement traité par les Jeux Olympiques. C'est une hypertrophie des stéréotypes sociaux. C'est-à-dire que les femmes sont confinées dans des activités qui correspondent aux stéréotypes de pas d'agressivité, pas d'inventivité. Alors, ça bouge, hein. J'ai fait l'analyse sur les différents Jeux Olympiques qui se déroulent de 4 ans, comme celle de 4 en 4 ans, et il y a des évolutions parce que les responsables des Jeux Olympiques tiennent compte des réactions des publics. Et actuellement, ça bouge. Mais vous voyez, la tendance des Jeux Olympiques, c'est le conservatisme. Les Jeux Olympiques sont des activités conservatrices à tout point de vue.
Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette rapide comparaison que je viens de mener peut être prolongée par des activités à l'école. Voilà. Alors j'ai pris les activités de l'Académie de Versailles telles qu'elles ont été présentées par notre collègue inspecteur qui a fait un relevé sur une année des milliers de séances d'éducation physique. Et donc j'ai pu classer toutes les séances d'éducation physique selon les 8 sommets du cube. Alors voici, c'était à l'Académie de Versailles. Alors, encore une fois, ce n'est pas moi qui fais le relevé, c'est notre collègue inspecteur. Donc on est sûr de la chose. Alors vous voyez ce qui se passe. On ne peut vraiment pas dire que c'est aléatoire. Hein. C'est très orienté. Alors, dans l'Académie de Versailles, évidemment, on ne dispose pas de la pleine nature, comme partout, mais quand même, hein, regardez. Pratique en incertitude, 4%. Et tout est concentré, beaucoup dans le psychomoteur, beaucoup dans les duels, dans le milieu stable et standardisé, 96%. Ça valorise l'individu plus que l'équipe, 69%. Coopération pure, nulle. Alors comment voulez-vous développer auprès de nos élèves la coopération et la solidarité si on ne fait pas pratiquer des activités de solidarité? Alors là, ce que je vous présente, ce n'est pas de l'idéologie. Ce n'est pas une conception d'un chercheur perdu dans son cabinet de travail. C'est une analyse à partir des structures, des travaux de terrain et à partir d'un relevé d'une personne compétente. Alors, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Oui. Autrement dit, ce que vous faites sur le terrain, ce que je fais sur le terrain en tant que prof d'éducation physique, c'est une préparation aux Jeux Olympiques. En gros, hein. Alors, là, c'est une démonstration, si vous voulez, c'est pas un point de vue personnel. Hein, voilà. Alors, bien entendu, les Jeux Olympiques, c'est important. Ce que je fais, c'est pas une critique des Jeux Olympiques, ça mériterait un débat. Mais c'est le fait que, de façon masquée, notre travail sur le terrain est orienté, sans qu'on le dise, vers uniquement des pratiques olympiques. C'est pas normal. Alors, vous voyez, là, ici, vous avez toujours, évidemment, il faut être un peu habitué à triturer les structures, mais j'ai mis de côté les sports qui valorisent le collectif et ceux qui valorisent le mérite individuel. Il y en a plus des 3 quarts qui valorisent le mérite individuel et non le collectif. Les jeux de coopération motrice avec partenaires, 24, 76% pour un peu. Donc, vous voyez, ceci pour vous indiquer qu'un travail de recherche qui part de données théoriques comme nous l'avons fait, peut ensuite déboucher sur des choses extrêmement concrètes sur le terrain. Alors, bon, je ne vais pas tout... Je vais arrêter là. Auparavant, alors, oui, je laisserai à Julien un ensemble de fiches que nous avons travaillées au CNA. Avec mon équipe de recherche, nous travaillons sur les fiches du jeu. C'est un outil. Et l'objectif, c'est de proposer des outils aux profs d'éducation physique, aux animateurs. Chaque jeu, vous voyez, est présenté. Voilà, avec ici les vignettes qui précisent les grandes données. C'est illustré, c'est commenté, brièvement. Je dis ça parce que souvent, on prétend que les chercheurs, c'est des personnes qui sont perdues dans leur nuage. Non, nous travaillons sur le terrain. Et je laisserai également ce film, les jeux sportifs au cœur de l'éducation nouvelle. Autrement dit, l'éducation nouvelle correspond à nos valeurs démocratiques, de la recherche du plaisir, de l'entente, de la solidarité, de l'émancipation des gens, de la mixité. Les filles ne sont pas exactement comme les hommes, etc. Mais il y a des points communs, etc. Bon, vous connaissez tout cela. Et ici, les fiches. Voilà. Alors, bon, je vais arrêter là pour que vous puissiez critiquer ce que je viens rapidement d'énoncer. Merci beaucoup. Je vais
Et pour le CAPES, c'est très important, puisqu'il y a beaucoup de thématiques qui reviennent sur la manière dont les concepteurs de paix ont classifié, justement. Je trouve que la réflexion sur les domaines d'action, on comprend aussi pourquoi les domaines d'action ne sont pas passés, finalement, dans l'histoire de l'EPS, puisque si ça révèle des choses aussi flagrantes que les profs de PS ne font pas tous les domaines d'action, c'était dérangeant aussi. Et quelque part, la critique était facile. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, moi je voulais faire une remarque déjà pour commencer. Quand vous évoquez la science de l'action motrice, on a un objet ici à Brest, c'est la mer. Et ce que l'on constate, c'est qu'on parle des sciences de la mer, mais on ne parle pas d'une science de la mer. Moi je fais le rapprochement avec le PS, voir le sport. Et on constate dans la recherche en sport, par exemple, qu'il y a la psychologie du sport, la sociologie du sport, la physiologie du sport. Et ça ressemble finalement à ce qui se passe ici également au niveau des sciences de la mer, c'est-à-dire qu'on a différentes disciplines qui, de temps en temps, s'intéressent à la mer. Alors, moi je me demande comment on peut faire, effectivement, pour constituer une science qui s'intéresse à l'objet, plutôt que finalement différentes sciences qui existent déjà. Alors ça, c'est ma première remarque. Attendez. Je vais répondre rapidement. Oui. Oui. Eh bien, mais je suis d'accord, moi. Il faut bien préciser qu'il y a un objet, il faut définir cet objet, et puis ensuite rassembler le maximum de données avec cette pertinence. Vous voyez, ce qu'on appelle pertinence, c'est le choix d'un point de vue. Nous choisissons le point de vue de l'action motrice. Mais si on est anthropologue, par exemple, on va travailler sur une autre pertinence. On va prendre l'aspect social, festif, les classes sociales, etc. On travaillera sur l'activité sportive, mais avec un autre point de vue. Nous devons dire, on se centre sur l'action motrice. Oui, alors, je vous dis simplement, moi, en tant qu'enseignant ici pendant 20 ans, j'ai eu un certain nombre de difficultés quand même à faire comprendre cette vision des choses. Pour ne rien vous cacher, oui, également. Alors, je voulais vous poser également une deuxième question, c'est sur la fonction des classifications. Sur la fonction des classifications des activités. Oui. Donc là, vous avez proposé votre modèle, et moi, je m'interroge derrière sur sa fonction. Est-ce qu'il est destiné à plutôt organiser les pratiques en veillant à un équilibre entre les absas qui correspondent aux 8 groupes, ou bien est-ce qu'il a simplement une fonction scientifique d'analyser un petit peu ces pratiques? Et moi, je me demandais au plan pédagogique, il y a cette classification, il y en a eu d'autres après dans les programmes, les domaines d'action, etc., qui devaient organiser les pratiques. Je m'interroge sur notamment la notion de transfert. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de dire qu'au sein d'une classe, par exemple la classe partenaire-adversaire, il y aurait plus de transfert entre les pratiques que entre une activité d'une classe et l'activité d'une autre. Alors que je prends un exemple très précis, je constate que les athlètes, les coureurs à pied font des handballeurs à peu près convenables. Et comment on peut expliquer ça? Et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'un très bon volleyeur, par exemple, a un très bon handballeur. D'accord. Donc, le problème fondamental que vous posez, c'est celui du transfert. À mon avis, c'est un problème vraiment de fond. C'est celui qui nous intéresse. Lorsque j'apprends, lorsque j'enseigne telle ou telle activité, à quoi va-t-elle servir? Va-t-elle être transférée sur une autre activité? Et va-t-elle pouvoir se transférer dans la vie de tous les jours également? Quand nous travaillons sur la solidarité, il ne s'agit pas uniquement de la solidarité en handball, il s'agit, dans notre esprit, de favoriser un développement de la solidarité dans la vie civile. Alors, vous me dites comment faire? Moi, je dis c'est très simple, enfin, c'est très compliqué, il faut expérimenter. Alors, un exemple très rapide. Ce problème a été premier, vous verrez, dans la revue EPS, j'avais dès le début posé ce problème, des plans expérimentaux, etc. Alors, nous l'avons mis en œuvre, notamment avec Éric Dugas, qui est actuellement professeur à Bordeaux, qui a fait sa thèse sur ce thème-là,
qui a utilisé les plans expérimentaux que j'avais présentés. En 2 mots, Frédéric Malo, qui était un chercheur de l'Allemagne de l'Est, avait fait un travail intéressant en montrant que, à partir de l'observation, en montrant que la pratique des jeux traditionnels permettait d'accentuer la compétence en sport co. C'est-à-dire qu'en comparant des enfants qui pratiquaient des jeux traditionnels et des enfants qui n'en pratiquaient pas, on constatait que les premiers avançaient plus vite. Autrement dit, on a-t-il conclu, les jeux traditionnels sont préparatoires en sport co. Alors ça, vous trouverez ça dans tous les écrits de Robert Méran, des instructions officielles. Les jeux traditionnels sont des petits jeux préparatoires. Bon, moi j'étais à l'époque jeune prof et tout, et voilà, intéressant. Et puis sur le terrain, qu'est-ce que je voyais, notamment en centre de vacances, c'est que les enfants s'éclataient, prenaient un plaisir immense à jouer aux jeux traditionnels. Et puis qu'entre le premier jour et le 30e jour de colo, ils avaient vraiment changé de personnalité, de façon de faire, de façon d'agir, de façon de communiquer. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose dans les pratiques motrices ludiques, il y a quelque chose qui se passe. Expérimentons. Alors, nous avons pris des enfants comme Malo, on leur a fait faire des jeux traditionnels et puis on a comparé les niveaux avant et après en sport co. Même résultat que Malo, c'est-à-dire que nos enfants qui pratiquaient les sport co amélioraient leur niveau moteur si, entre-temps, ils avaient pratiqué les jeux traditionnels. Mais en parallèle, nous avons organisé la situation suivante. Des enfants pratiquaient des sports collectifs, handball, en étant testés au départ sur des jeux traditionnels et à la fin encore sur des jeux traditionnels. Et globalement, nous avons constaté que les enfants qui pratiquaient des sports co amélioraient leur niveau en jeux traditionnels. Alors, nous en avons conclu, les sports collectifs sont préparatoires aux jeux traditionnels. Bon, vous devinez qu'il y a un petit cas, je plaisante, mais je veux signaler par là que l'interprétation de Malo était tout à fait, disons, comment dire, erronée, quoi, pour ne pas être plus méchant, parce que c'est pas possible qu'un chercheur puisse avoir une conclusion comme ça. On ne peut pas conclure de cette façon-là, de dire que les jeux traditionnels sont préparatoires au sport co parce qu'il y a une amélioration. Il faut beaucoup plus donner. Alors, bon, je vais très vite. Nous en avons conclu que entre les jeux traditionnels que nous avions choisis et les sports collectifs, il y avait des communautés de structures qui reposaient sur partenaires adversaires. Alors, si je rentre dans les détails, quand on jugeait la vidéo, parce que ça demandait des dizaines d'heures de décryptage de vidéos, ça vous en doutez, eh bien, on a constaté que sur les problèmes d'anticipation, d'appel de balles, de tir, de réussite au tir, etc., il y avait des modifications. C'est-à-dire que quand on faisait pratiquer les jeux traditionnels, les sport co en bénéficiaient, comme l'inverse. Autrement dit, c'est un ensemble qui est jeu socio-moteur. Alors ensuite, on pourrait raffiner. C'est un peu ce que vous laissez en supposer dans vos propos, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin. Est-ce que telle activité favorise telle ou telle autre? Bon, ça c'est indéterminé. C'est à travailler, mais l'idée c'est que ce que je viens d'évoquer rapidement confirme la notion de domaine d'action motrice. Il y a un grand domaine socio-moteur dans lequel on distingue partenaire uniquement, adversaire uniquement, l'être humain. Voilà, donc, à la suite de votre remarque, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, la recherche de transfert c'est capital, mais il faut que nous nous mettions à l'ouvrage, que nous menions des travaux de recherche sur les effets validés des transferts. Une question? Bonjour. Vous parlez des jeux traditionnels comme un point clé d'un enseignement de l'EPS. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir une EPS légitime, D'avoir une EPS qui est légitime en mettant en place ces jeux traditionnels-là, étant donné ce serait très compliqué à mettre en place dans le sens où ce serait assez loin des idéologies, enfin des pensées, des mentalités actuelles. Qu'est-ce que vous proposez là?
vous dites que, enfin, vous parlez des jeux traditionnels, Oui. qui ont une importance, enfin, ils ont une grande importance. Si j'ai bien compris, vous pensez que le PS devrait adopter ces jeux traditionnels dans les pratiques. Oui. Est-ce que vous pensez que, étant donné les mentalités d'aujourd'hui, est-ce que c'est réellement possible? Ça, c'est le premier point de ma question. Je continue juste. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui marche bien, c'est l'éducation pour la santé, à la santé. Et elle fonctionne bien dans l'enseignement de l'EPS actuellement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la place qu'accordaient les jeux traditionnels pour mettre en place la santé? Alors, j'ai encore fait jouer une partie de drapeau, il y a une classe de bac, il ne voulait pas partir, il voulait continuer. C'est aussi sportif, aussi disons, énergétique, aussi confrontant que les sports co. Mais ce n'est pas dans nos mœurs. Alors, à nous de les présenter comme il faut, au moment où il faut, et surtout, à mon avis, ne pas les présenter comme la petite sucette en une séance. Parce que quand j'étais jeune prof, on me disait, dans ma formation, bon, vous allez donc bien travailler, accordez-leur 5 minutes de jeu. Enfin, ce qui fait qu'aux yeux des élèves, on veut jouer le jeu, c'était la petite récompense, pas sérieuse, quoi. On pouvait se relâcher. Or, nous disons, mettons le jeu comme une activité aussi noble que les autres. Et alors, il faut choisir, mais ça, c'est notre compétence de professionnel. On a joué le tchoukball, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le tchoukball, c'est un jeu qui vient inventé par, d'ailleurs, un médecin belge, suisse, Brandt, le docteur Brandt, que j'ai connu d'ailleurs, et qui m'avait demandé, quand j'étais jeune prof à cette jeune fille, de faire une démonstration avec mes étudiants. Et c'est, je crois, la première démonstration qu'il a vue avec les élèves d'éducation physique. Et c'est un, bon, par exemple, c'est un, on peut dire un sport co, enfin, c'est un peu différent, mais très intéressant, et qui offre une autre possibilité, qui est tout à fait différente des sports co. Les passes, les tirs, c'est tout à fait différent, et à ce titre, ça déconditionne nos étudiants. Nous sommes habitués au jeu de passe, et là, on n'a pas le droit de charger l'adversaire, enfin, bon, j'insiste pas, mais voici un exemple sur le football, qui est un jeu qui peut être tout à fait introduit, qui plaît beaucoup. Donc, oui, on ne peut pas fonder nos séances d'éducation physique uniquement sur le jeu traditionnel, mais il serait très intéressant de les présenter. D'autant que, sur cette question, j'en termine là, le problème d'ethnomotricité, c'est-à-dire que les jeux traditionnels sont un peu le reflet des différentes cultures, et à ce titre, ils présentent des façons d'agir, de communiquer, d'échanger, différentes des façons du sport. Le sport se prétend universel, c'est totalement faux. Le sport n'est pas universel. Le sport, c'est une pratique des pays colonisateurs qui ont asservi corporellement les pays qu'ils ont occupés. Et ce qui fait que, petit à petit, les pays occidentaux dont nous faisons partie ont imposé leur propre pratique motrice qu'on appelle le sport. Mais si vous examinez tous les sports des Jeux Olympiques, il n'y en a que 2 qui ne sont pas des pays occidentalisés. C'est le judo, le taekwondo. Tout le reste, ce sont nos pratiques françaises, américaines et anglaises, issues des pays colonisateurs. Alors, c'est pour ça que je m'amuse, enfin, intérieurement, quand j'entends nos amis africains, et on veut développer la négritude, très bien, leur spécificité, ils ont raison, ils veulent développer leur originalité. Mais dans le domaine sportif, au lieu de développer leurs jeux qui sont passionnants, intéressants, hop, ils se précipitent sur le foot. Bon, très bien, j'adore le foot, mais je veux dire, par là, si vous voulez, il y a des problèmes, vous voyez, culturels fondamentaux posés par les pratiques physiques. Alors, la question de la représentativité culturelle, finalement, l'EPS, sous couvert de représentativité culturelle, s'est orienté à un moment donné vers la sportivisation, parce que c'était ça qui garantissait sa légitimité, et a délaissé les jeux, et les jeux moteurs en général, alors même que les jeux, les anthropologues l'ont tous montré, et Laurent-Sébastien Fournier, qui est là, pourrait nous en parler, puisque c'est un spécialiste des jeux en Europe notamment. Bonjour. Non, tu peux ne pas. Donc, dans un premier temps, je tiens à vous remercier quant à la qualité de votre intervention. Je ne connaissais pas votre prénom, votre nom de famille. Mon prénom, c'est Pierre. Donc, une blague, je vais passer à la... Donc,
Vraiment, je vous remercie pour votre prestation et qui nous a éclairé énormément. Je voulais intervenir parce que je fais partie de la commission de jeux collectifs au sein de l'école primaire et notamment à l'inspection académique du 91. Et avec l'ensemble des conseillers pédagogiques et du premier degré et conseillers pédagogiques départemental du 91, nous avons tenté d'élaborer un itinéraire d'apprentissage qui amènerait les élèves des jeux collectifs traditionnels au sport collectif. Quelque chose qui a fonctionné, qui provoque, fait émerger énormément d'émotions, de plaisir de la part des élèves, permet d'arriver à certains objectifs, comme vous l'avez dit précédemment, sur l'épanouissement de l'élève à partir de la pratique sportive. Et donc on essaye, à partir d'animations pédagogiques, d'instiller, de développer, d'accompagner finalement cet itinéraire d'apprentissage qui plaît aux enseignants. Ce qui m'interpelle, c'est que lorsqu'on propose cet itinéraire d'apprentissage, certains enseignants sont stupéfaits parce qu'ils ne voient pas la relation entre finalement cette volonté de notre part d'inscrire et d'installer, d'asseoir les jeux traditionnels, surtout à l'école primaire, avec les compétences définies par les programmes. Lorsque je prends les 4 compétences de l'école élémentaire, réaliser une performance, bon, adapter ses déplacements dans des environnements contraints et variés, concevoir et réaliser des actions à visée esthétique et artistique, ou coopérer et s'opposer individuellement et collectivement. Certains enseignants, notamment dans le premier degré, qui sont friands des jeux type traditionnels, finalement n'arrivent pas à percevoir le lien entre le cadre institutionnel, les perspectives, les prescriptions institutionnelles, et finalement ce que nous on leur apporte avec une réflexion validée par l'inspection académique. C'est un peu, ça choque, et donc on se retrouve à voir lorsqu'on va visiter des enseignants, des nouveaux enseignants dans les écoles élémentaires, ou même primaires, de la maternelle au CM2, on s'aperçoit que les jeunes enseignants finalement utilisent des sports, du sport de référence. Donc ils vont faire du foot, du basket et du hand avec des élèves de CP. Voilà, et donc ce que je voulais dire, je ne sais pas si c'était suffisamment clair, c'était à la fois effectivement une dynamique de la part des enseignants, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, d'impulser cette dynamique-là par rapport aux jeux traditionnels, parce qu'on est tous convaincus, et vous avez dit que ça part de nous, et à côté, parallèlement, 4 compétences qui font plutôt, j'ai tendance à penser, qui font plutôt référence, et que les enseignants aussi, font plutôt référence à des sports de pratique. Très bien, alors quand vous dites que vous essayez de présenter des jeux traditionnels pour préparer au sport co, oui, dans une certaine mesure, mais méfiez-vous, car le risque, c'est de soumettre les jeux traditionnels au principe des sports collectifs. Or, les analyses que nous mettons montrent qu'il y a une différence de nature et pas simplement une différence de degré entre de nombreux jeux traditionnels et sports co. Alors, comme amorce, je suis d'accord avec vous, il faut bien commencer gentiment, mais rapidement, à mon avis, vous devriez montrer que dans les jeux traditionnels, il y a des phénomènes nouveaux qu'on ne trouve pas dans les sports co. Alors, demain matin, je parlerai des compétitions partageantes, etc., pour montrer que dans les jeux traditionnels, ce n'est pas une reproduction en plus petit des sports collectifs, c'est de l'originalité. Et ça c'est important. Ensuite, les compétences. Alors, là, c'est amusant parce que les compétences, c'est un concept qui existe depuis des dizaines d'années, qui est utilisé partout, et c'est un terme intéressant. Mais quand on regarde l'histoire de l'éducation physique, on s'aperçoit que les compétences, et vous venez d'y faire allusion, là, les 4 compétences, ça a été repris des compétences qui ont été développées dans les années 90-95. Vous trouverez ça dans un article de PS qui était signé par Pinault, d'ailleurs, qui était inspecteur général à l'époque. Et il y a eu des... Bon, je ne vais pas rentrer dans les problèmes, mais il y a eu des problèmes violents qui se sont posés et qui ont fait que ce projet des compétences, des domaines d'action, ont été refusés. Car nous n'étions pas partis dans le groupe disciplinaire et dans la commission verticale sur les compétences, nous étions partis sur les situations. Et moi, je vous invite à partir de situations et pas des compétences. C'est la grossière erreur qui a été commise par les psychologues quand ils ont voulu définir l'intelligence uniquement à partir des capacités de l'individu. L'intelligence, c'est une relation au milieu. Ce qui fait que
le quotient intellectuel, comme vous le savez, était violemment attaqué. On a trouvé que les Japonais n'étaient pas intelligents, que les Noirs n'étaient pas intelligents, que les filles n'étaient pas intelligentes, n'importe quoi, parce qu'au lieu de partir des situations, on partait des supposées qualités de la personne. Or, les instructions officielles partent des compétences. C'est l'erreur. Il faut partir des situations desquelles émergent les compétences. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, moi je suis allé très vite, mais je vous ai présenté des situations. Je ne suis pas parti de facultés des personnes. Parce que toutes nos classifications reposaient sur les facultés, les vertus, les capacités, les noms. Il faut partir des situations desquelles on extrait des compétences telles que la maîtrise de l'information, etc. Alors, méfiez-vous parce que les compétences d'instruction, si vous regardez bien, elles sont inspirées du cube. Mais, comme il y a eu des conflits, les personnes veulent faire comme si elles ne s'en occupaient pas. Mais c'est une sorte de plagiat caché. En réalité, quand ils parlent de pratique en milieu, etc., c'est de l'incertitude. Pratique avec partenaire adversaire, c'est pratique relationnelle. Bon. Donc, finalement, je pense que d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, les choses évolueront, et sauf découverte prochaine, on partira des situations qui débouchent sur des compétences et non pas l'inverse. Oui. Justement, on l'a dit, j'espère ne pas mettre à mal votre statistique. Attends, je ressens, c'était pas bien. Donc, finalement, que reste-t-il ou qu'y a-t-il encore de Pierre Parleba actuellement dans l'éducation physique dite légitime institutionnelle? Ah ben, ça, c'est pas mal de dire. Mais si, parce que vous parlez justement de ce qui est plus ou moins caché, et je pense que on reconnaît que Pierre Parleba dans d'éléments qui ne sont pas cités comme tels. C'est bien et c'est mal. J'avoue que d'une part, moi je fais mon travail, mais d'un autre côté, ce qui est gênant, c'est que les personnes personnalisent et profitent de la personnalisation pour contester. Bon, bien sûr que dans ce qui se dit sur les domaines d'action motrice, c'est nous qui l'avons proposé, bien sûr, tout ça. Mais je pense que ce qui est dommageable dans l'éducation physique, c'est qu'on n'essaye pas d'aller plus loin. Enfin, au lieu de dire, bon, Dupont ou Parleba, c'est mauvais, j'ai le droit de dire, mais il faudrait faire mieux. Il faudrait contester sur des points. Par classification, on peut contester, mais j'ai pas vu de contestation de la classification, j'ai pas vu de contestation valide. On peut toujours dire, on peut approfondir, bien sûr, et ça, c'est plus qu'une contestation, c'est une amélioration. Ou proposer un autre critère. Bon. Mais on ne propose pas, on conteste vraiment. Et on prend en clandestin. Et actuellement, c'est ce qui se fait beaucoup. Alors bon. Peut-être encore une toute dernière question éventuellement. Une bonne critique. Ah, voilà. J'ai souvent l'impression que le temps quand même a modifié et il faut faire évoluer les choses. Donc maintenant, et dans les programmes qui vont venir, on ne parle plus de compétences pas, on va parler de champ d'apprentissage. Oui. On va attendre à aller vers justement ces situations. Les dernières instructions. On retrouve, quelque part, aussi cette notion du cube, là, ces domaines-là qui vont intégrer, qu'on peut intégrer dans les champs d'apprentissage. Et dans la proposition des programmes, les activités ne sont plus placées sur deux groupes par exemple. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre un moment de l'escalade dans le premier champ d'apprentissage, qui est la réalisation de la performance maîtrisée. Donc quelque part, ça nous laisse aussi une marge de liberté comme ça. J'ai lu les dernières instructions, c'est ça qui est terrible, parce que moi je travaillais sur notamment les dernières, les avant-dernières, qui étaient une préparation olympique, parce qu'il y avait rappelé 32 situations avec chercher à gagner, etc. C'était effrayant. Et les dernières, là, c'est effectivement, même ils parlent de supprimer les spécialités, enfin de façon trop forte, pour aller vers des champs, des domaines d'action motrice. Des jeux traditionnels. Oui, par exemple. Alors, évidemment, je sais que les jeux traditionnels sont plus adaptés aux jeunes enfants qu'aux adultes. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, par exemple, si on prend des drapeaux, etc., si on fait jeu au drapeau, au bar, c'est vraiment hyper athlétique. Hyper athlétique, avec en même temps, prenez le cas des bars, dans le jeu des bars est plus complexe que le football. Au football, on peut jouer au football à 8-10 ans.
Parce que fondamentalement, c'est un jeu de maîtrise corporelle avec, disons, des appels de balles, des jeux d'équipe, etc. Mais maîtrisable par un enfant de 8 ans. En revanche, le jeu de barre n'est pas maîtrisable par un enfant de 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a deux équipes A et B. Un joueur de l'équipe A sort. Tout joueur de l'équipe B qui sort après A, à part celui qui peut le toucher. Mais à ce moment-là, un autre joueur de l'équipe A sort et peut toucher celui qui pouvait toucher son partenaire. Autrement dit, il faut faire jouer les mécanismes cognitifs qui interfèrent avec les problèmes spatiaux. Et ça, un jeune enfant, ne maîtrise pas. Ce qui fait que, dans les cours de récréation, moi j'ai joué au bar, dans les cours de campagne, quand j'étais plus gamin, eh bien, les petits regardaient, et puis, quand ils étaient dans une équipe, ils ne pouvaient avoir qu'une relation binaire, c'est-à-dire aller délivrer un prisonnier. Ça, ils sont capables. Mais ils n'étaient pas capables d'interagir dans la collectivité, parce que pour interagir, il fallait tenir compte du moment de départ de chacun des joueurs, savoir si je suis parti avant ou après, combiner tout ça. Un jeune enfant de 7-8 ans ne peut pas. Donc, vous voyez, ma conclusion, le jeu de bar est une activité plus complexe au point de vue de l'activité elle-même que le football. Bon, je crois qu'en plus le micro donne des signes de faiblesse, donc c'est vraiment le moment. Merci encore Pierre Parleba. Il y aura 4 interventions, 4 table ronde. Vous avez le programme juste à la sortie. Je vous invite à venir. En plus, ce n'est pas la salle de conférence de l'UFR.